Madame la Ministre, chère Elisabeth Moreno, Monsieur le Président nouvellement renouvelé du Conseil de surveillance de Publicis, cher Maurice Lévy, Mesdames et Messieurs les dirigeantes et dirigeants de vos organisations respectives, très chères toutes, très chers tous, que vous soyez en présence ou à distance, sincèrement, quel plaisir, quel bonheur de vous accueillir pour ces 10e dialogues de l'inclusion et de la RSE. Voilà désormais plus d'une décennie qu'une seule et même volonté nous anime, celle de faire progresser, au-delà des instances traditionnelles, un véritable dialogue serein, confiant, transparent, convivial et constructif entre les différentes parties prenantes pour humblement essayer de bâtir tous ensemble un monde plus juste, plus ouvert, donnant sa place à chacun, portant, encourageant et accompagnant avec fierté l'ensemble des transitions auxquelles nos sociétés doivent impérativement faire face. Chaque jour passé à préparer ce 10e anniversaire nous a conforté davantage dans l'idée que cette démarche allait dans le bon sens et qu'elle ne demandait qu'à être amplifiée. En effet, tant de belles rencontres, tant de femmes et d'hommes si extraordinaires dans leurs engagements au quotidien, entreprises, gouvernements, institutions, grandes écoles, médias, cabinets d'avocats, merci infiniment pour tout votre soutien et votre présence à nos côtés. Croyez-le bien, mesdames et messieurs, vous avoir comme partenaire nous honore et nous oblige. Tant a déjà été accompli, mais il nous faut poursuivre nos efforts pour aller encore plus loin. Ainsi, c'est grâce à l'investissement et à l'implication de chacune et chacun d'entre vous que nous avons la possibilité de dialoguer durant toute cette journée autour de la meilleure activation des leviers qui nous aideront, toutes et tous, à évoluer vers un capitalisme encore plus responsable. Qu'est-ce qu'un capitalisme responsable? Un capitalisme responsable, c'est un capitalisme au sein duquel les organisations intègrent davantage les personnes handicapées au sein de la communauté de travail, font de l'égalité professionnelle une norme, se préoccupent encore plus du bien-être des collaborateurs en leur offrant une meilleure qualité de vie au travail, mettent en place une gouvernance équilibrée, œuvrent en faveur d'une transition écologique efficace et agissent pour le développement de territoires toujours plus inclusifs. Capitalisme responsable, au sein duquel la finance est une finance éthique et durable. Capitalisme responsable, au sein duquel l'information et la communication ont le noble rôle de faire progresser les transitions dans la conscience collective. Capitalisme responsable, où nous sommes heureux et fiers de ce que la France propose, mais également curieux et humbles pour aller nous inspirer des modèles inclusifs mis en place par nos voisins et amis européens. Alors maintenant vient le temps le plus agréable, celui des remerciements et de la reconnaissance. Mille merci à l'ancien Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, ainsi qu'aux 8 membres du gouvernement qui se succéderont tout au long de la journée, en commençant par Madame la Ministre, notre chère Elisabeth Moreno, que nous apprécions tant, qui nous fera l'insigne honneur de prononcer un propos introductif pour ensuite participer à la session consacrée à l'égalité professionnelle. Un immense merci également à nos 2 merveilleuses présentatrices, Marion Calais et Cyrielle Ariel et Marion Calais, pour pas qu'il y ait de jalouses. Merci à l'ensemble des présidents de session, aux intervenants, aussi bien ceux présents physiquement que ceux prenant la parole au travers de keynotes vidéo diffusées au sein de notre plateforme web sur le canal C. Mes remerciements les plus chaleureux vont à mon ami, mon fraternel associé, M. Edmond David Boubli, admirable pour les valeurs qu'il porte au quotidien et exemplaire pour la qualité de son travail. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés quotidiennement dans l'organisation. J'ai notamment plaisir à citer Florine Taupin, Camille Vidal, Avital Amselem, Marie Echanise, Guillaume Labbé et Constance Baudry. Quoi que cela soit peu conventionnel, vous en conviendrez, j'ose en mon nom et en celui
de mon associé, M. Edmond David Boubli, remercier plus que chaleureusement et exprimer notre plus totale reconnaissance à nos épouses respectives, Audrey et Déborah, pour leur patience, leur compréhension, leur soutien et leurs encouragements tout au long de ces mois de préparation tellement merveilleux. Enfin, un immense merci à notre si cher Maurice Lévy et à l'ensemble de ses équipes qui nous accompagnent depuis le début, Agathe Bousquet pour Publicis France, Anthony Gazagne pour Publicis Live, Alexandra Laferrière pour Publicis Consultant, avec bien sûr leurs collaborateurs respectifs. Très cher Monsieur Lévy, très cher Maurice Lévy, je voulais sincèrement vous rendre l'hommage le plus appuyé qui soit, un de ceux qui ne se disent qu'avec le cœur, car les mots ne seraient que trop le cantonner. Je vous dirai juste que vous êtes pour moi un véritable modèle en ce que vous avez su, tout au long de votre époustouflante carrière, hisser une belle PME familiale au 3e rang mondial des groupes de communication, tout en faisant toujours montre d'une profonde humanité. Monsieur Lévy, vous êtes pour moi l'archétype même d'un homme bien faisant le bien. Je vous en prie, Monsieur Lévy. Cher Julien, pour ces mots qui me touchent profondément. Je ne suis pas sûr de les mériter, mais je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit, mais encore plus sensible à tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites pour cette cause qui est absolument admirable. Mesdames et messieurs, Madame la ministre, bonjour. Je suis très touché d'être présent et de participer à cette journée et de participer à son ouverture. Merci à Julien Guéniche de m'avoir invité à participer à cette journée. J'ai accepté tout simplement parce que non seulement il me l'a demandé avec cette touchante insistance qui fait qu'on ne peut pas résister, mais aussi parce que le sujet du handicap, de la RSE, du vivre ensemble et du capitalisme inclusif sont des sujets extrêmement importants pour nos entreprises et que si nos entreprises ne les prennent pas en main comme il faut, eh bien dans ce cas, c'est la société tout entière qui en souffre. Et donc, il est très important que nous nous en saisissions et que nous fassions notre devoir dans ce domaine. J'ai aussi accepté parce que j'observe ce que fait Julien depuis pas mal d'années et que je suis sincèrement et simplement admiratif de son action. Victor Hugo a dit « La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres, Julien est un de ces héros. Il mérite notre admiration, il mérite d'être soutenu et ces dialogues sont devenus aujourd'hui incontournables. Il suffit de voir la formidable affiche de personnalités et d'entreprises qui se sont mobilisées pour cette journée. Bravo donc à Julien, à son associé, à son équipe, mais bravo aussi et du fond du cœur, un grand merci à toutes et à tous qui soutenaient cette œuvre et ces dialogues. Vous faites tous œuvre utile dans un domaine qui est à la fois sensible, délicat et tellement difficile à appréhender et à prendre en compte.
Mesdames et messieurs, au cours de cette journée passionnante, vous allez passer en revue quasiment tous les leviers dont nous disposons pour faire progresser l'inclusion dans notre société et particulièrement l'inclusion des personnes souffrant de handicap. Depuis quelques années, nous parlons tous, on parle partout d'inclusion, les politiques, les entreprises, les organisations syndicales, bien sûr les DRH, tout le monde se saisit du problème et il faut bien reconnaître que nous sommes tous à la recherche de solutions. Il n'y a pas de solution simple ni parfaite. La France a fait beaucoup dans cette direction et depuis longtemps, mais compte tenu du chemin qui reste à parcourir, on a l'impression que tout est encore à faire. À Publicis, nous avons travaillé sur ce que la diversité et l'inclusion signifiaient pour nous et comment apporter des réponses appropriées. Hier, après l'Assemblée générale, le conseil de surveillance de Publicis s'est réuni et nous avons décidé la création d'un comité dédié à ce qu'on appelle ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance, et les décisions à soumettre à nos actionnaires pour un capitalisme plus inclusif, en partant, bien sûr, de l'idée de la loi Pacte. En ce qui nous concerne, nous avons une chance extraordinaire, c'est que notre groupe a été bâti par un entrepreneur humaniste, Marcel Bleustein-Blanchet. Il a su insuffler, dès le départ, des valeurs sincères. Et le mot sincère est très important. Beaucoup d'entreprises ont des valeurs, beaucoup se dotent d'un certain nombre de discours qui, bien souvent, ne restent que des discours. Et si l'on veut que cela marche, il faut que non seulement ces valeurs soient sincères, mais qu'elles se transforment en actes. Et Marcel Bleustein-Blanchet a pris très tôt des décisions claires qui ont servi d'exemple à toutes les directions qui se sont poursuivies dans le temps. Elisabeth, sachez que dès 1938, la directrice générale de Publicis était une femme. Donc nous n'avons pas attendu et je vous félicite pour les mesures que vous avez prises et les propositions de contenu dans votre loi. Je crois qu'elles sont indispensables. Forts de nos valeurs, de notre histoire, nous avons défini quelques priorités et ces priorités sont autour de 7 axes. D'abord, la mixité comme un élément fondateur, car l'égalité entre les femmes et les hommes est un impératif absolu qu'il convient de rappeler en permanence. La gouvernance du groupe avec une composition 50-50 du conseil de surveillance donne l'exemple. Et ces dernières années, nous avons renforcé un certain nombre d'actions depuis la formation, le mentoring, de façon à ce que partout dans le groupe, les femmes aient accès à plus de responsabilités. Nos chiffres, sans être tout à fait satisfaisants, s'améliorent, puisque en 2020, 40,4% des comités exécutifs étaient entre les mains des femmes. Donc 40,4%. Notre objectif est d'atteindre 45% en 2025 et nous savons que nous devons atteindre les 50% et nous nous y employons. Et les femmes jouent un rôle très important puisque quand on regarde les grands pays du groupe Publicis, ils sont dirigés par des femmes. Agathe Bousquet en France, Annette King au Royaume-Uni, Jane Lin en Chine et des responsabilités très importantes et des opérations essentielles confiées à des femmes aux États-Unis et ailleurs.
Le deuxième point sur lequel nous pensons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est sur l'âge. Notre secteur est un secteur qui attire beaucoup les jeunes et nous pensons, et ce n'est pas du fait de mon âge, que maintenir un bon équilibre entre la jeunesse impétueuse et la sagesse expérimentée est quelque chose qui permet d'atteindre de bons résultats. Les origines culturelles, très tôt, nous avons pensé qu'il était important de créer un bain dans lequel pouvaient se retrouver les hommes et les femmes de toutes origines et de toutes cultures, et que c'est la base d'un système enrichissant. Nous tenons à ce que chacun et chacune se sente pleinement à sa place autour de la table et peut contribuer, quelle que soit son origine. C'est un sujet délicat et compliqué, mais jusqu'à présent, l'approche que nous avons eue nous a permis de réussir. Un autre point qui est important pour l'inclusion, c'est le background éducatif, et nous avons décidé, depuis très longtemps, d'offrir des chances à tous les hommes et toutes les femmes de toutes origines scolaires, y compris celles de l'apprentissage. Et l'Allemagne nous a permis à plus d'une reprise de donner l'exemple où notre direction allemande et les principaux dirigeants viennent du système d'apprentissage qui a été mis en place dans ce pays. L'orientation sexuelle, tout simplement parce qu'il s'agit d'une position intime à laquelle nous n'avons pas à prendre part, le handicap, et je vais y revenir, enfin la religion, en considérant que l'entreprise est un espace de laïcité absolue et que nous devons respecter scrupuleusement les choix de chacun, mais veiller à ce qu'ils puissent exercer leur culte de la manière qu'ils souhaitent, mais que ce culte reste en dehors de l'entreprise et reste dans le domaine privé. Ces priorités sont prises en main par nos salariés et non pas seulement par l'entreprise. À travers de groupes affinitaires, ce sont les salariés eux-mêmes qui font un travail remarquable et complémentaire avec ce que les équipes de direction, de RH, de talent, de diversité peuvent mettre en place. C'est ainsi que sont nés des mouvements internes que nous entretenons comme Viva Woman ou Égalité pour LGTB. En ce qui concerne le handicap, je dois avouer que nous avons encore beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès à faire. Nos chiffres ne sont franchement pas bons. Nous avons moins de 2% en France, alors que la norme devrait être de 6%. Et pourtant, nous faisons des efforts sincères. Ce déficit nous a amenés à beaucoup réfléchir et à aborder les choses différemment. Nous avons décidé d'enclencher une autre dynamique interne qui passe par plusieurs étapes. Avant tout, et c'est l'élément le plus important, bien préparer nos collaborateurs, ceux qui ne souffrent d'aucun handicap, à vivre et à travailler avec ceux qui, au contraire, ont la douleur et la souffrance de vivre d'un handicap, car il faut accepter de regarder les choses en face, même si elles nous dérangent. De façon générale, nous ne savons pas appréhender la relation avec les personnes qui souffrent d'un handicap. Nous sommes souvent gênés, embarrassés, et il nous faut développer des programmes de formation, de socialisation, pour bien préparer nos collaborateurs à se vivre ensemble. Par ailleurs, nous avons développé des programmes d'action pour mieux prendre en compte les handicaps invisibles. Nous avons fait des ateliers de mise en situation
où l'audition, la vue ou la force physique sont volontairement altérées afin de faire vivre pendant quelques instants les conditions non familières au bien portant. Cela aide très sérieusement à faire accepter par nos collaborateurs cette ouverture à l'offre. Le handicap constitue sans doute l'un des derniers tabous en matière de diversité et d'inclusion. Il nécessite des efforts continus. Au cours de cette journée, vous allez entendre des experts qui travaillent efficacement sur ces sujets depuis longtemps. Ils vous apporteront leur expérience, ils vous apporteront leur savoir-faire et ils vous permettront de mieux voir et comprendre les situations et d'adopter les solutions les meilleures. Juste un mot sur la loi, et je la mets en comparaison avec celle de Copé-Zimmermann. La loi des 6% prévoit des pénalités et la loi Copé-Zimmermann n'en prévoit pas. La loi Copé-Zimmermann a permis d'atteindre les objectifs alors que la loi de 87 n'a pas permis d'atteindre les objectifs. On peut donc s'interroger de savoir si la pénalité est la solution. Voilà, j'ai beaucoup parlé et je voudrais maintenant juste conclure pour dire que nous sommes dans une période de transition qui est à la fois difficile et douloureuse à de nombreux égards, mais c'est aussi un moment de réinvention qui doit nous amener à penser de manière disruptive et plus audacieuse, y compris et peut-être surtout dans le domaine social, pour casser les codes, agir différemment. La communication peut aider à changer, elle peut s'appuyer sur le numérique qui, sans être la panacée, peut apporter des solutions. On doit mettre cet outil puissant au service de l'inclusion. J'ai vu beaucoup de belles applications extraordinairement utiles qu'il suffit de financer et de développer pour les diffuser rapidement. Pour conclure, nous devons tous garder à l'esprit que l'inclusion est avant tout une affaire d'humanité. Elle nous questionne grandement sur notre capacité à aller vers l'autre, à écouter, à échanger et à se comprendre mutuellement, et ceci en se mettant à la place de l'autre. Elle nous questionne sur notre authenticité et notre sincérité en nous poussant dans nos retranchements et en ébranlant nos certitudes. La clé, comme toujours dans l'entreprise, repose sur l'engagement, l'acceptation de tous, d'où la nécessité d'engager un programme impliquant d'intégration dans la culture de l'entreprise et où la valeur de cette autre différence ne doit pas être vue comme un problème, mais comme un enrichissement. Nous avons à Publicis une expression, un mantra, comme on dit aujourd'hui, « Viva la différence », dont je suis extrêmement fier et qui guide nos actions. Soyons riches de nos différences et faisons en sorte que chacun puisse s'exprimer pleinement dans l'entreprise et avoir toute chance d'évolution. Merci, mesdames et messieurs. Merci, madame la ministre. Et je crois que... Bien, merci. Merci de cette introduction. Cher Julien Guéniche, cher Maurice Lévy, mesdames et messieurs, je me réjouis évidemment d'ouvrir cette 10e édition des Dialogues de l'inclusion et de la RSE. Cher Julien, 10 ans déjà. Je ne peux que vous dire bravo et merci. Merci pour toutes les actions que vous avez menées ces 10 dernières années sur un sujet ô combien important. Et en ces temps de crise sanitaire, crise sociale, crise économique, ces dialogues de l'inclusion et de la RSE ont une résonance toute particulière. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous parler d'engagement et d'espoir.
Parce que non, l'engagement n'est pas un mot usé, flétri par l'immédiateté de la société de consommation dans laquelle nous vivons. L'engagement, c'est à la fois adhérer à un projet, à un collectif, et c'est vouloir transformer ses idéaux en actions concrètes. L'engagement, c'est donc passer des rêves aux actes. L'engagement, c'est aussi, et peut-être paradoxalement, conquérir sa liberté. Et comme l'écrivit Jean-Paul Sartre, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Chèrement conquise, durement arrachée, notre démocratie suppose l'engagement des citoyens pour la faire vivre. L'engagement en est donc le creuset. Mais il n'y a pas d'engagement sans espoir. L'espoir nourrit les rêves et avec l'engagement comme vecteur, l'espoir peut transformer le monde. Et dans la période de mers agitées que nous traversons depuis 2020, nous avons plus que jamais besoin d'espoir et d'engagement. Pour prendre le contre-pied d'un célèbre prix Nobel de littérature, notre tâche aujourd'hui n'est plus d'empêcher que le monde ne se déface, mais plutôt d'en édifier à nouveau. Refonder un monde dont la triple crise sanitaire, économique et sociale a constitué un révélateur, un miroir grossissant des scories et des vulnérabilités. Je sais que vous tous ici, toutes et tous ici présents ce matin, partagez cette conviction. Je sais que l'espoir et l'engagement sont pour vous aussi des leitmotivs. Notre rôle, en tant que responsables politiques, en tant qu'acteurs publics, chercheurs ou entreprises, à la place privilégiée qui est la nôtre, est de nous battre pour ceux qui, au quotidien, subissent la crise et qui s'est abattue sur nous sans prévenir. Ceux-là même qui, en étant aux premières loges, sont aussi en première ligne. Et nous nous devons d'être au rendez-vous. Et oui, nous avons, je le crois, une dette envers les générations futures. Ces générations qui hériteront du monde que nous aurons construit. Et refaire ce monde implique de placer au cœur de toutes nos actions les valeurs que vous portez et qui alimenteront vos discussions aujourd'hui. Que ce soit l'éthique, l'inclusion, la solidarité, la transition écologique et aussi l'économie responsable. En d'autres termes, il s'agit de mener une véritable révolution pacifique. Une révolution pacifique au service de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Une révolution pacifique au service de celles et ceux qui ont le moins. Une révolution pacifique pour arracher au cœur de chacun les sentiments de désespérance, de la résignation et de l'injustice. Conscients par avance de nos défaillances sur un si long et ambitieux chemin, nous devons tracer ce sillon avec détermination. Nous n'avons ni le droit de reculer, ni le droit de fléchir, parce qu'il y a urgence. Les nouvelles générations nous le demandent. Elles poussent des cris d'alarme légitimes face auxquels nous ne pouvons pas demeurer sourds ou inertes. Et pour reprendre les mots d'Esther Duflo, il y a toujours quelque chose à faire pour changer le monde. Et pour livrer cette bataille, car il s'agit véritablement d'une bataille, les entreprises constituent un formidable levier pour faire vivre l'espoir et l'engagement. Parce qu'elles sont un reflet brut de notre société, parce qu'elles sont au cœur de toutes les évolutions du monde, c'est pour elles à la fois une lourde responsabilité, mais aussi une immense chance de pouvoir contribuer à l'édification d'une société plus juste, plus inclusive et plus égalitaire. Dans l'édification de ce monde post-Covid qui s'offre à nous, les entreprises ne sont donc absolument pas un problème, bien au contraire, elles sont l'une des solutions. Avant d'occuper les fonctions ministérielles qui sont les miennes, j'ai passé 30 ans dans le monde de l'entreprise et j'en ai forgé une conviction profonde. Ce sont les entreprises citoyennes, les entreprises responsables qui demain seront les plus performantes et les plus attractives. Et Publicis le démontre depuis longtemps. Ce sont elles qui demain auront une longueur d'avance sur les autres. Et demain se construit dès aujourd'hui. Cette transformation a d'ores et déjà commencé. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce que je considère comme une avancée historique, que nous sommes sur le point de réaliser et que Maurice Lévy a évoqué
à plusieurs reprises dans ses propos. Cette avancée historique, c'est le vote de la proposition de loi qui est portée aujourd'hui par Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner et qu'avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, ainsi qu'Agnès Pannier-Runacher, nous soutenons résolument. Cette proposition de loi constitue une étape majeure dans le combat que nous menons en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, à l'aide aux familles monoparentales, en passant par l'entrepreneuriat féminin, l'éducation supérieure, elle s'adresse à toutes les femmes et à toutes les générations. Parce que oui, les inégalités restent légion dans notre pays et dans le monde. Dans le monde, les hommes détiennent 50% de richesses de plus que les femmes, 50%. Et selon ONU Femmes, 51% des femmes actives occupent un emploi précaire à l'échelle internationale contre 48% pour les hommes. Et les femmes assurent plus des 3/4 du travail domestique qui n'est évidemment ni rémunéré ni reconnu. Et en France, à postes et compétences égales, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'élève à 9%. Une femme, parce qu'elle est femme, gagne 9% de moins qu'un homme, alors même qu'elle a les mêmes compétences et qu'elle occupe les mêmes responsabilités. 78% des emplois à temps partiel, majoritairement subis, sont occupés par les femmes. Et les femmes touchent des retraites inférieures de 42% par rapport aux hommes. 42%. Je vous le dis avec détermination, ces inégalités dans notre pays ne sont plus acceptables. Elles ne sont d'autant moins acceptables que les femmes ont été et sont encore en première ligne face à la crise. Rétablir l'égalité n'est donc pas leur accorder une faveur. Rétablir l'égalité, ça n'est pas leur faire la charité. Rétablir l'égalité, c'est simplement réparer une injustice. Comme l'écrivit Louise Michel dans ses mémoires, la place des femmes dans l'humanité ne doit pas être mendiée, elle doit être prise. Alors oui, dans le sillon tracé par Simone de Beauvoir, par Gisèle Halimi ou Simone Veil, je vous l'affirme haut et fort ce matin, cette place, les femmes la prendront. Et je fais confiance aux parlementaires pour adopter cette proposition de loi qui, en toile de fond, revêt de multiples enjeux entremêlés. Des enjeux de justice sociale, d'égalité, mais aussi, pour les entreprises, de compétitivité et d'attractivité. Grande cause du quinquennat du président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de ce gouvernement et de la majorité qui le traduit en actes. Cette grande cause est un combat de longue haleine, un combat qui reste inachevé. Et l'un des piliers de ce défi culturel, c'est l'égalité professionnelle. Nous devons donc faire de l'égalité la règle et non plus l'exception. Pour atteindre cet objectif, l'index de l'égalité professionnelle a été créé par le gouvernement via la loi du 5 septembre 2018. Il concerne désormais toutes les entreprises d'au moins 50 salariés et son obligation de transparence est aujourd'hui bien intégrée et elle a déjà porté ses fruits et je vous en remercie. Mais la dernière vague de 2021 nous a révélé l'ampleur du travail qu'il nous reste à accomplir. Seulement 2% des entreprises, 2%, ont obtenu la note de 100%, qui pourtant devrait être la norme. Et 43% des entreprises ne disposent d'aucune ou seulement une femme dans les 10 plus hautes rémunérations. Et face à cette situation, avec Elisabeth Borne, nous considérons qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts en termes de mesures de progrès réalisés. Les entreprises doivent se doter d'objectifs. Je sais que les entreprises aiment les objectifs chiffrés. Ces objectifs doivent être mesurables et mesurés, parce que ce que l'on ne compte pas ne progresse pas et ne se transforme pas. Mesdames et messieurs, les combats pour la parité et pour l'inclusion ne sont pas des combats idéologiques. Ils ne sont ni de gauche ni de droite. Ils n'opposent pas non plus les femmes aux hommes, ni une génération à une autre. Et il ne s'agit pas de cocher une case dans un rapport RSE à la fin de l'année, ni d'ajouter une note de bas de page à un programme politique. Ces combats vont bien au-delà. Si d'une certaine manière ils nous dépassent, nous devons néanmoins les saisir. Et ce matin, je lance donc un appel
un appel à toutes les entreprises afin qu'elles se joignent à nous pour construire ce monde plus inclusif et plus juste. Un appel pour qu'elles nous accompagnent dans cette transformation et qu'elles nous aident à faire de l'égalité une égalité réelle et concrète pour tous et pour toutes. Parce que le talent, l'ambition et la motivation n'ont ni genre, ni orientation sexuelle, ni origine sociale ou ethnique. Une nouvelle fois, je tiens à vous remercier de m'avoir convié ce matin et je vous félicite pour votre présence à cette 10e édition de cet événement ô combien important. Et je veux remercier et saluer aussi votre engagement à contribuer à la construction d'un monde post-Covid plus inclusif, plus juste et plus égalitaire. Parce qu'au bout du compte, nous y gagnerons tous. Merci.